Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir avec nos 3 invités pour analyser le 2e tour des municipales avec les maires fraîchement élus, ceux qui ont retrouvé leur fauteuil de premier magistrat. Nous allons revenir également sur l'allocution du chef de l'État, Valls, Premier ministre. Que devient Christiane Taubira? Analyse sur le plateau avec nos grands témoins. Paulin Brunet, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, Paulin Brunet, grand témoin du Premier magistrat, ancien député de la Guyane. Nestor Adjou, bonsoir. Bonsoir. Grand témoin également et économiste et mathématicien. Jean-Luc Jazon, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Grand témoin, ancien secrétaire de la Ligue de football et président du Cygne. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est important, c'est le présent, exactement. Messieurs, avant de parler des municipales en Guyane, allocution du chef de l'État, donc François Hollande, Valls, Premier ministre. Que devient Christiane Taubira? On va en parler tout à l'heure. Votre avis là-dessus? Déjà sur l'allocution du chef de l'État, Paulin Brunet. Qu'est-ce qui se passe là? Remaniement ministériel, dites-nous votre avis là-dessus. C'était attendu. À la suite de la gifle sévère reçue dimanche dernier, il était normal que le président de la République réagisse. Et il est de tradition, depuis longtemps, que la meilleure façon de réagir, c'est de changer les hommes, même si on ne change pas la mécanique. Donc, un nouveau Premier ministre, il est attendu. Là, ce seul suspense, c'était de savoir qui. Il a donc choisi un jeune Premier ministre, comme disait François Mitterrand. Quel sera le contenu de cette équipe gouvernementale? Valls aura-t-il des autorités sur les gros éléphants du PS, genre Fabius, ou alors Christiane Taubira, si elle est maintenue? Tout cela, ce sont des éléments qui risquent d'être très intéressants. Autre élément, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé sur cette vague bleue, effectivement, sur la France. On parle de municipal. Un petit village où son maire a l'habitude de gérer son village ou sa petite ville de 5000 habitants qui, quelque part, perd à cause de la mauvaise gestion gouvernementale. Vous comprenez ça? Alors, c'est curieux. Vous ne comprenez pas ça parce que on n'a pas fait notre... C'est une question que je vous pose. Non, justement, mais ici, certaines personnes ne peuvent ne pas en comprendre parce que nous avons bien vu que les élections municipales, tout le monde se présentait sans étiquette et on considère les élections municipales comme étant une élection gentille de président de la Ligue du football ou autre chose, alors que les élections sont des élections politiques. Et les élections politiques se font avec des partis qui soutiennent ou pas l'action gouvernementale au plus haut niveau. Et il est de tradition que pour les élections intermédiaires, c'est-à-dire entre 2 élections présidentielles ou législatives, lorsque les chiffres ne sont pas bons, que l'électorat sanctionne le pouvoir en place, soit en votant dans un camp différent, soit en s'abstenant. Il faut bien observer que dans les élections, les écarts en général sont très faibles. Donc il suffit d'un report de 5% des voix d'un côté ou de l'autre pour changer la donne politique. C'est ce qui s'est passé. On va revenir sur le paysage politique en Guyane, cette fois, tout à l'heure, sur votre analyse générale. Nestor Adjou, sur l'allocution du chef de l'État, le nouveau Premier ministre. Écoutez, le chef de l'État ne pouvait pas rester insensible. Le monde évolue, il y a une gestion qui est peut-être mal comprise, elle n'est peut-être pas nécessairement mauvaise. La France est dans une situation, et même le monde, dans une situation de crise. Et il faut effectivement, dans des circonstances pareilles, avoir une gouvernance qui soit adaptée. Donc jusqu'à présent, il y a eu quelques flottements du point de vue, au moins de la communication au niveau du gouvernement. Il fallait changer, il faut mettre maintenant de quelqu'un qui est capable de faire plus de clarté. Alors le problème se pose, c'est la difficulté économique. Les gens n'ont pas encore compris qu'avant de répartir, il faut produire, il faut créer des richesses. Et après, le problème se pose de la répartition équitable. Alors, est-ce que le nouveau Premier ministre saura faire ça, tout en conciliant les idéologies qui sont très différentes, avec des visions complètement différentes de l'évolution de la société française? Je l'espère, au moins pour la France et pour tous les Français. Affaire à suivre. Valls, le bon candidat, Jean-Luc Jazon? Écoutez, Gilles, déjà, moi, je vais faire une remarque, c'est que en France, la 4e force, c'est-à-dire les journalistes... 4e pouvoir. 4e pouvoir, 4e force, arrive à faire changer les choses au gré. Parce qu'après 2 ans,
je ne pense pas que le gouvernement a fini son travail ou a à peine commencé, et déjà on veut changer de gouvernement. Mais quand vous voyez que tout le long de la prise de pouvoir de François Hollande, par exemple, chaque semaine, il y a M. Copé, il y a l'opposition qui est toujours là, donc qui continue un matraquage, ce qui fait que les gens maintenant, il y a un peu de souffrance. C'était le cas pour Sarko. Il y a un peu de souffrance dans le monde. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Je parle des journalistes. Je dis que le fait, comme ça, de marteler. Donc, vous voyez, Robin Reda, par exemple. 22 ans, il est maire à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Il n'a que 22 ans. Est-ce que lui va pouvoir, plus qu'un maire qui a 40 ans, qui connaît, qui a de l'expérience, est-ce que lui, plus que ce maire-là, pourra faire changer les choses tout de suite? Nous sommes encore dans les problèmes, puisque ce gouvernement-là ne peut pas le faire, ne peut pas changer la France, mais même il faut attendre que l'autre gouvernement prenne place. Donc pendant ce temps-là, il fera quoi? S'il n'y a rien. Mais le choix de M. Valls me paraît un choix judicieux pour... Il faut croire que la patience, c'était les années 80. Les gens sont moins patients dans les années... oui, bien sûr, mais après 2 ans, Gilles, on ne pourra pas faire en sorte qu'avec un bâton magique, on change tout. On change tout. Oui, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, je voudrais ajouter et faire comprendre la difficulté. Il y a une difficulté majeure du gouvernement à l'heure actuelle, et quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'on a transféré à l'Europe les 2 outils de politique budgétaire et politique monétaire. La France ne contrôle plus ces politiques, elle n'a plus les outils en termes dans des situations de crise pour œuvrer librement. Donc elle est contrainte, donc il y a des contraintes à respecter, elle a signé, elle est dans l'Europe, elle ne veut pas sortir de l'Europe, donc il faut les respecter. C'est extrêmement difficile, quel que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Je crois qu'il faut qu'on soit bien compris de ça. Les outils de politique... S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens pour tout le monde. Hein. Vous voulez revenir là-dessus avant de parler de Christiane Taubira? Juste pour dire que la réaction est à l'image des promesses. Lorsqu'on a un président de la République qui, pendant sa campagne électorale... c'est le quinquennat, c'est pas 2 ans. A promis l'inversion du chômage, pour un quinquennat. A promis un certain nombre de choses, et que nous voyons au fur et à mesure que ça ne se profile pas, bien entendu, bien au contraire. Lorsque l'on a un président de la République qui a parlé de ces trucs invisibles-là, qui nous minent, etc., il veut parler de la finance, et qu'on est à genoux devant le capitalisme étranger, et qu'on reçoit le président chinois en grande pompe, il est évident qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais ça, encore une fois, c'est de la politique. Ce n'est pas seulement réservé à Hollande, c'est la politique, et c'est normal que les gens réagissent, parce qu'ils ne sont pas forcément contents des promesses qui ont été faites. Oui, mais quand on met en place un gouvernement, c'est pour minimum un quinquennat. Ce que les autres n'ont pas fait en 10 ans, ceux-là ne pourront pas faire en 2 ans. Il faut un minimum. Les promesses, on les fait sur une période. C'est pour cela on ne fait pas 2 ans. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de sanctions intermédiaires. En attendant d'avoir un bilan sur 5 ans, au bout de 2 ans, lorsque vous ne semblez pas être sur la bonne route, l'électorat vous sanctionne ou alors vous donne un avertissement en disant « nous ne sommes pas contents ». Et j'espère que la nomination de nouveau gouvernement sera une façon, comme a dit le président de la République, de relancer l'action qui pour le moment patine un peu. Messieurs, votre avis, Christiane Taubira, est-ce qu'elle restera au gouvernement? Est-ce qu'elle changera de ministère? Votre avis, votre sentiment là-dessus, Nestor Adieu. Bien, écoutez, il est souhaitable, ne serait-ce que pour les Guyanais, que Christiane Taubira reste au gouvernement. En tous les cas, je le souhaite. Alors, à quel poste? Je crois que poste où elle pourrait le mieux s'exprimer. Par exemple, la culture. Je crois qu'on a besoin, effectivement... Est-ce que François Hollande ne veut pas calmer le jeu? Il y a eu beaucoup de bruit autour de Christiane Taubira. Vous ne pensez pas qu'elle risque aussi de sortir de ce gouvernement, non? Elle risque de faire peut-être les frais, effectivement, d'une certaine affaire qui lui ont peut-être... ou dont les médias ont braqué, ont fait converger tout sur elle et lui ont fait finalement assumer toute une série de... Alors, d'après vous, elle reste ou elle ne reste pas? C'est ça la question. Je le souhaite. Mais vous le souhaitez, très bien. Jean-Luc Jazon. À mon avis, elle reste la personne la plus populaire du gouvernement. Et ces derniers temps, elle a peut-être fait le frais de quelques railleries. Mais je pense que M. Hollande fait assez confiance à Christiane
même pour rester à son poste de garde des Sceaux. Ce n'est pas donné à tout le monde de produire les textes, de connaître les textes, de mettre en œuvre certaines lois. Mais je pense que si Christiane devrait sortir en étant garde des Sceaux, elle pourrait très bien prendre la place de M. Valls au ministère de l'Intérieur. Là-dessus. Paulin Brunet, votre sentiment là-dessus? Reste pas? Je souris parce que notre grand tribunal est un ancien policier. Et franchement, Non, policier toujours. Policier. Et voir Madame Taubira au ministère de l'Intérieur, je ne pense pas que ça fasse forcément plaisir à tous les policiers. Ah si, pourquoi ? Compte tenu de la politique pénale qu'elle veut développer, à savoir, on lui reproche quand même d'être trop laxiste dans la nouvelle loi. Oui, oui. Alors, votre avis? Mais ça n'a rien à voir à l'intérieur de la justice. C'est que Christiane Taubira a réussi à être un élément incontournable pour le gouvernement. Pourquoi ? Lorsque le gouvernement est en difficulté, quand il y a une période difficile, il suffit de mettre une ou deux petites choses sur le tapis que tous les projecteurs sont braqués sur elle. Et comme elle s'est relancée comme on fait dans un jeu de cartes, il est évident qu'une affaire Taubira, c'est une affaire qui dure toujours une bonne semaine. Et pendant ce temps, eh bien, les autres problèmes restent à côté. Je voudrais donner, par exemple, une indication. La semaine dernière, la loi sur le mariage pour tous a été adoptée en Grande-Bretagne. Personne n'en a parlé. C'est passé comme une lettre à la poste. En France, ça fait un tollé. En plus, il faut dire que le tempérament peut-être du garde des Sceaux sur beaucoup de choses fait qu'elle réagit énormément. Donc c'est au calcul. Si le gouvernement veut un fusible pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses, Christiane sera là. Elle a la capacité de capter les médias sur elle. En revanche, le problème, c'est de se demander est-ce qu'elle n'est pas plus dangereuse à l'extérieur du système que dans le système. Donc pour vous, elle reste? Pour moi, elle reste. Dans la tête de super gouverneur ministère, moi, à mon avis, Hollande n'est pas prêt de se séparer du ministre qui est le plus populaire chez les socialistes. Mais oui. Chez les socialistes. Oui. Ensuite, il faut qu'on parle de la il est socialiste. Le problème, c'est qu'il semblerait qu'elle ne s'entende pas bien avec le futur Premier ministre. En fait, le Premier ministre. Ça s'arrange. Au départ. Par ailleurs, elle braque un peu trop les médias sur elle et on n'a pas besoin d'affaires. C'est ça le problème aussi. Je vous dis que les affaires, ça risque de faire du tort au gouvernement. Alors je pense qu'il y a aussi des médias. Allez, messieurs, il s'en est passé des choses ici en Guyane. Le paysage politique en Guyane est en train de vivre peut-être une mutation. Les donnes ont changé. Certaines dynasties n'ont pas résisté. Quel bilan général faites-vous de ces élections? Votre sentiment général, sans parler de communes, puisqu'on va parler de Kourou, de Matoury, de Regina également. Et ensuite, j'espère avoir le temps qu'on parle de collectivité unique. Sentiment général sur ce qui s'est passé pendant ces élections municipales, beaucoup de sans-étiquette également. Écoutez, il y a eu une plus forte mobilisation, donc il y a eu une plus forte demande, semble-t-il, de changement. Parce que quand même, il y a eu 9 nouveaux, 13 seulement sont restés, ça dénote une certaine envie de changement. Je crois que ça, c'est l'important. Il faut différencier aussi. Et encore dans les 13, Gilles Adelson n'a fait qu'un an de Oui, c'est vrai, mais avec des particularités. Il était presque comme un nouveau. À Saint-Georges aussi. Bon, tout à fait. Bon. Donc, mais il y a quand même quelques nouveaux. Tout à fait. Il y a 4 femmes. Donc aussi, ça demande, on est en train de voir une transformation du paysage politique en Guyane. Je crois qu'il y a ça aussi. Il y a autre chose aussi. Beaucoup de listes sont des listes d'ouverture. Il n'y a plus un parti ou des partis qui sont dominants comme l'UMP, le PSG. Seul, il y a des alliances qui sont créées. Il y a une recomposition, me semble-t-il, de la classe politique en Guyane. Alors, est-ce que c'est stratégique? Le FDG, par exemple. Mais ça peut être stratégique aussi par rapport à la collectivité unique, c'est-à-dire, ou encore les sénatoriales. Donc, il y a plusieurs stratégies à voir au sein des partis qui se sont développés. Il y a aussi à voir 2 choses, d'ailleurs. Les petites communes. On ne peut pas les analyser de la même façon que les grandes communes. Les petites communes, tout le monde se connaît, il y a une autre vision, un autre comportement politique de l'électeur. On se connaît, donc c'est pour ça d'ailleurs on peut observer un fort taux de participation, contrairement aux grands centres comme Cayenne ou où la participation est beaucoup plus faible.
Et parce que c'est davantage l'anonymat. On joue sur un certain nombre de personnalités qui sont marquantes, qui cristallisent un petit peu les électeurs et qui les orientent en vote pour la tête de liste. Là-bas, je pense, dans les petites communes, c'est moins ça. C'est plutôt, j'allais dire du copinage, en tous les cas, la connaissance, la proximité joue davantage que dans les communes de plus grande importance. Jean-Luc Jazon, sentiment général, changement ou pas? Il y a du changement. On constate que le visage politique même est rajeuni, puisqu'il y a beaucoup plus de maires jeunes, moins de 50 ans. Donc, c'est vrai que les choses changent, les choses bougent, et comme vient de dire M. Radiou, beaucoup d'alliances, beaucoup de parité, parce que on ne vote plus, comme on disait avant, on vote la personne, on votait Élie Castor parce que c'était Élie Castor. Là, on vote une liste, on vote les gens qui sont sur la liste. Avant, les gens votaient en famille. La famille voulait être votée d'un bloc, c'est fini. Voilà, ça c'est terminé. Le jeune qui démarre le fils ne vote pas comme son père. Le jeune qui démarre, qui va voter pour la première fois, il veut faire son choix. Il ne veut pas dire, voilà, maman ou papa vote un tel, je vote comme ça. Bon, ce qui fait que on aura beaucoup de problèmes aussi pour certaines alliances. Si elles ne sont pas des alliances de cœur, si ce sont des alliances uniquement pour battre un candidat, donc ça risque de ne pas fonctionner. C'est fait pour ça. Oui, mais ça risque de ne pas fonctionner parce que telle ou telle personne qui était sur sa liste veut devenir automatiquement adjoint, même quand celui qui est devant lui est tête de liste, lui il veut être adjoint. Donc vous voyez bien qu'on veut quand même gérer. On va en parler lorsqu'on va parler de Kourou Matouri tout à l'heure. Très bien, Jean-Luc Jazon. Sentiment général sur ce qui s'est passé ici en Guyane, avant de parler de communes bien précisément. Paulin Brunet. Il y a eu quelques séismes. C'est le cas de le des dire. séismes paradoxaux. Le premier, c'est Matouri. Quand on pense qu'au premier tour, il manquait à Roumiac une poignée de voix pour être élu au premier tour, et qu'au deuxième tour, il est battu avec une poignée de voix. Ce qui montre que l'équilibre politique est quelque chose de particulier, et notamment dans les communes où Matouri, qui a connu une forte progression des inscriptions et une forte progression des nouveaux Matouriens qui ne sont pas ceux qui étaient là avant. D'ailleurs, quand on voit les bureaux de vote, on se rend compte que les Matouriens traditionnels ont voté en masse pour Roumiac, alors que les nouveaux quartiers, non. Donc, c'est quand même une grande surprise, en tout cas pour beaucoup d'observateurs. D'ailleurs, Roumiac a été victime lui-même, à mon avis, du sentiment qu'on avait que cette fois-ci, il passera encore. On parlera de Matouri tout à l'heure. Général. Concernant... Mais général, on ne peut pas parler de général, parce que entre les petites communes où il y a une mobilisation avec la famille, où il y a des particularismes, des antagonismes... Est-ce qu'il y a eu pour vous un changement de donne politique ici en Guyane? Non. Pour vous, non. Non, parce que... Bien sûr que si. Non, parce que les changements qui ont eu lieu grâce à des alliances. Mais oui, changement. À Rémière-Montjoly, il n'y a pas eu d'alliance, le maire est resté. À Matouri, il a fallu 60 voix supplémentaires, le maire serait resté. À Kourou, le maire est sorti en tête au premier tour, parce que le poids de maire se mesure à... Ce n'est plus comme avant. Non. Ou par exemple, c'était M. Lama ou le fils de M. Lama, comme pour M. Roumiac, où c'était son père et c'est lui. Maintenant, ça change. La dynastie, c'est terminé. Ces deux maires Ringuet a fait son temps, Antoinette a fait son temps. Ces deux maires ont été battus grâce à des alliances. À la limite, j'allais dire presque contre nature. À Matouri, on a bien vu entre le Parti socialiste... Ça prouve le changement. Non. Ce qui ne se passait pas avant. Attendez. Il y a eu quand même, au premier tour, entre M. Serville et le MDES, ils ne se sont pas dit des mots gentils tous les deux. Alors, allons-y sur les communes. Pas méchant. Allons-y sur les communes. Pas méchant non plus. Donc, il n'y a pas eu d'alliance au premier tour. Alors, allons-y sur les communes. Kourou, c'est pareil. Je veux dire par là que les changements ont lieu grâce à des stratégies. À Rémière-Montjoly, il n'y a pas eu d'alliance, le maire est resté. À Matouri et à Kourou, il y a eu alliance, le maire était battu. On y va tout de suite, Paulin Brunet. Allons-y. D'abord, Kourou. Le vieux lion d'Antoinette n'a pas résisté à la vague du tous contre un. Isabelle Niveau a joué un grand rôle dans cette victoire. Qu'en pensez-vous, Nestor Adieu? Écoutez, Kourou.
Il y a véritablement un changement sociologique, je crois, que les populations ont évolué. Il y a une demande, surtout en situation de crise, une forte demande de renouveau, de renouvellement et d'attente. Et beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de leur situation. Il y a des attentes qui sont non satisfaites. Donc, il y a une remise en cause automatiquement. Il y a une remise en cause automatiquement de celui qui a... Et qu'est-ce qui s'agrée ? Tout se mélange. On demande au maire d'être président du conseil général, président du conseil régional, etc. D'une part, et on ne s'est pas rendu compte que le monde, que les communes avaient perdu de l'influence avec l'intercommunalité, c'est-à-dire les compétences sont transférées, beaucoup de compétences sont transférées, et parfois on attribue au maire... Les électeurs on pense comme ça, Nestor Adjoui ? Ah non, je pense qu'ils sont face à des besoins, tout simplement, et ils ne sont pas satisfaits des besoins, ils ne voient pas de réponse, toujours des réponses, et par conséquent, qui est le premier à mettre en accusation? Eh bien, le premier magistrat de la commune. Et je crois que ça, c'est important. Par ailleurs, les alliances montrent qu'il y a un flou du point de vue idéologique. D'abord parce qu'on peut s'allier des gens de droite et de gauche. Avant, c'était catégorique, c'était séparé. Maintenant, des gens de droite et de gauche peuvent se rassembler pour faire battre quelqu'un d'autre, un maire sortant, par exemple. En Guyane. Pas dans les à Kourou, je crois qu'à Kourou, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Parce que la tête de liste est encartée, je crois. Guyane 73 Mais, non, la tête de Guyane 73, la seconde, après fusion, est encartée PS, par exemple. Vous voyez bien que quand même eu le soutien PS. Guyane 73... Après, la question, c'est qui est le Guyane 73 ? Oui, non, mais d'accord, c'est pour ça vous montrer que ce flou. D'accord, tout à fait. Jean-Luc Jason, à Kourou, Isabelle Niveau a joué un rôle important. Mais absolument, parce que même avec Isabelle Niveau, vous voyez que l'écart est très faible. Mais il y a eu quand même changement. Avec 51,69%, Ringuet devance Antoinette qui est à 49 et quelques pourcents. Donc c'est très peu, malgré le fait que Niveau, Juliana Riemann, même Conrad Desflots ont demandé à voter contre Antoinette. La population guyanaise, je pense, a voulu du changement. Il y a du changement. Monsieur Mangal, par exemple, est sorti au premier tour, battu par une dame amérindienne qui arrive en politique. Émilie Clette a talonné Jean-Claude Madeleine. Il y a du changement où, avant le maire, au premier tour, il passait d'emblée. Mais là, c'est fini. Le séisme, comme il a dit à Matoury avec Jean-Pierre Oumiac. Mais Kourou, Matoury et voire Saint-Georges-de-l'Oyapock, c'est les grands événements de cette municipalité. En toute honnêteté, vous pensiez que, parce qu'on sait que ça va être difficile, sortir un maire sortant, il faut vraiment aller au combat, vous pensez que là, Antoinette ne passerait pas au plus profond de vous ? Quand on a vu l'alliance Niveau... Les premiers résultats puisque mettaient en avance. Madame Niveau, quand même, était avec Antoinette au départ. Donc il y a un certain électorat qui ressemble à Madame Niveau à Kourou, qui sont partis avec elle, je suppose, et qui ont fait la balance chez M. Ringuet. Voilà. Paulin Brunet, à Kourou. Alors, l'influence d'Isabelle Niveau et la victoire de Ringuet, comment expliquer ? C'est l'inexplicable. D'abord parce qu'il y a eu des alliances contre nature, il faut bien dire. Madame la députée Chantal Berthelot a pris position pour Madame Niveau, alors que le maire sortant, parce qu'on soutient d'abord, est quand même Walwari, numéro 3 du gouvernement. Alors c'est ça le sentiment général, elle a expliqué Madame Berthelot. Quand on demandait le sentiment général, peut-être fusion contre nature, mais il n'y a que ça. Elle a expliqué, Mme Berthelot, que le gouvernement, justement, avait laissé le choix au candidat de choisir une personne au municipal. Et ce n'est pas les mêmes choix qui sont faits. Pas de faire battre le sénateur-maire. Vous n'avez jamais vu ça en France, que le gouvernement favorise le fait qu'on batte un sénateur-maire. Mais personne ne pouvait savoir qu'on aurait battu M. Antoinette. Mais il y a le choix qui est fait avant. Non, quand on choisit de soutenir un autre candidat, c'est qu'on veut faire battre celui qui est titulaire. Non, non. Elle a bien défini. Laissez Paulin Brunet. Les choix sont respectés par la personne. C'est que cette élection a été une élection de stratégie politique, d'alliance, etc. Donc quand on me dit qu'il y a un bouleversement de la case politique, il y a eu un problème de stratégie. Cette stratégie de... Est-ce que le changement, c'est pas ça ? C'est un changement de stratégie en matière politique, mais pas au niveau du peuple. Alors, quand Nestor Rajou parlait tout à l'heure de droite, il n'y a pas de droite en Guyane maintenant, il n'y en a plus. On en a déjà parlé. Il y a d'autres partis Il y a des gens
qui ont joué un truc personnel en allant dans tel ou tel secteur. En tout cas, d'ailleurs, ce n'est pas sans poser des problèmes bientôt, sauf si ce qu'on appelle la droite se redresse, et je pense qu'elle va se redresser, en tout cas j'espère pour elle. Kourou donc offre l'exemple tout à fait parfait de la stratégie politique qui a joué contre un sénateur-maire qui était censé caracoler un terrain. Jean-Luc Jazan, Nestor Radiou là-dessus, après Matoury. En tout cas, Gilles, il y a un candidat en Guyane qui, pour toutes les élections, ne bouge pas. Et ça, chapeau, c'est M. Léon Bertrand. Oui. Il reste dans sa ligne de conduite, et puis comme personne ne s'allie avec lui, Il reste dans quelle ligne de conduite, vous voulez dire? M. Bertrand est à droite, il reste à droite. Oui. Il fait pas de sans étiquette, il fait pas de... Non, il reste... Pas de zigzag. Non, voilà. non, parce donc que- c'est pour ça que je dis, dans cette élection, il y a des gens qui se sont dit PSG ou soutenus par le PSG. On peut dire que le PSG a eu une victoire, puisque les On va en candidats parler, bien PSG sûr. sont sortis. Allez, Nestor Donc, Radiou voilà. avant. Nestor Radiou. Je crois qu'il faut, pour bien comprendre, il faut voir qu'il y a un alignement, droite et gauche, par rapport au national. Les idéologies, c'est un alignement. Cet alignement ne correspond pas à la réalité guyanaise, qui est multiple et diverse. Je crois qu'il faut qu'on soit bien comprendre. Ce qui permet effectivement ce genre de fusion droite et gauche, parce que beaucoup de personnes surajoutent un certain nombre d'éléments qui peuvent paraître objectifs pour certaines personnes. Il y a des carences au niveau des outils même des collectivités territoriales, c'est-à-dire les administrations peuvent être remises en question et créent beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de conception clanique au niveau de la gestion politique en Guyane. Et je crois qu'il faut y aller intéresser. trop loin. Je Sans pense aller qu'au trop loin. municipal, Est-ce que, Nestor, les gens ne vont même pas jusque-là. sans aller trop loin, est-ce que, voilà, analyse générale, on en parlait tout à l'heure, aussi un sentiment de flou avec zéro parti politique, sauf le Parti socialiste guyanais, Paulin Brunet. C'est ce que... Oui, oui. C'est un flou total. C'est un flou Entre total. fusion et pas Mais fusion, quand vous dites sans sauf- étiquette, pas de... Quand vous dites sauf le Parti socialiste guyanais, le Parti socialiste guyanais n'est pas apparu dans cette campagne électorale comme étant une force politique. Il y a eu des hommes à Saint-Georges qui ont repris leur poste. Il y a eu des gens qui ont pris de place autour de Mme Finera. Il y a eu Dolianki qui, bon, bref, c'est pas de sa faute. Je comprends ce que vous dites. Bon, bref. Je Donc, comprends ce que vous dites. le PSG n'est plus Ouais, mais la on dit force. pas bref pour M. Bertrand, Non. c'est pareil. Bon, donc. alors pour M. Bertrand, je disais, M. Bertrand, Mais il y a d'autres, il faut continuer. Serville à Matoury, non, c'est monsieur PSG. Bertrand peut ouvrir Madame un Clette, institut Assinamari. de choses politiques. Parce que c'est un exemple tout à fait typique de quelqu'un qui a su ouvrir sa liste, qui a su amadouer également les adversaires. D'ailleurs, lorsqu'on a eu des débats, il a réussi l'exploit de faire en sorte qu'à un moment donné, ses deux adversaires étaient en train de se crêper le chignon, alors que lui, il était à part. Alors que nous avons eu des débats ici, dans les grandes villes, où il y a eu une Montjoly, c'est agressivité pareil, avec entre M. les Plénette et candidats. Mme Sankhalé, Voilà. hein, Donc, monsieur- il s'agit aussi de savoir, parmi les candidats, ceux qui sont un petit peu abrupts, agressifs dans leur position. Par exemple, je suis sûr, ce qui s'est passé entre Antoinette et Mme Niveau à Kourou, jamais ça se serait passé à Saint-Laurent. Il y a longtemps que Bertrand, avec le charme qu'on lui connaît, aurait fait Mme Niveau rentrer dans les rangs et puis avoir son élection de maréchal. Ce qui vous Vous prouve avez que sûrement ça a raison. changé, Paulin. C'est bien ce qu'on Ouais, dit. vous avez sûrement Ça a raison. changé. Allez, on enchaîne, messieurs. Surprise, bien sûr, malgré la fusion, tous les observateurs voyaient Roumillac quand même reprendre son siège à la mairie de Matoury, malgré la fusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, quelles ont été les erreurs de Roumillac ou les points positifs côté Gabriel Serville? Nestor Radiou. Alors, du côté du maire qui a été battu, donc de Jean-Pierre Roumillac, je pense qu'il a dû partir trop tard. Donc, il a dû peut-être sous-estimer peut-être l'adversaire. En ce sens qu'il a eu l'habitude d'être élu du premier tour. Bon. Il savait sans doute que la population, l'électorat avait évolué, puisqu'il y a un afflux quand même de population de Cayenne, Rémière-Montjoly vers Matoury. Donc le corps électoral a changé. Il était à la mairie, donc il a dû le voir. Je pense qu'il y a cet élément. Maintenant, est-ce qu'il a su peut-être suffisamment diffuser son bilan? Est-ce qu'il a... Parce que la population, quand même, il faut voir, ce sont des
des bastions qui sont autour, un peu partout. Ce sont des écarts où il y a des populations qui sont défavorisées, ce que je disais tout à l'heure, qui demandent, qui sont en attente, beaucoup d'attentes. Il faut savoir que les communes n'ont pas toujours les moyens de pouvoir répondre à toutes les attentes. Donc il y a peut-être cette insatisfaction-là. Parallèlement, il y a le député qui a quand même joué. En tant que député, c'est une personnalité nationale et ça peut être un impact psychologique. D'ailleurs, ça se joue de justesse, à 45 voix près pour Serville. Donc, il y a eu cette alliance qui s'est faite, cette alliance à gauche, parce que ce sont des gens, d'ailleurs pas que de gauche seulement, parce qu'il y a eu les écoles, oui, il y a eu tout un clan face au maire. Alors, je pense que c'est peut-être là son erreur. Est-ce que les autres sont montrés plus dynamiques? Parce qu'on a vu entre les deux tours évoluer aussi le nombre d'exprimés. Oui, tout à fait. Ça a été de 200. Alors, au premier tour, il a frôlé la victoire à quelques voix près. Au deuxième tour, c'est alors ça qu'on est-ce qu'ils pensait, ont... malgré la fusion qui pourrait éventuellement passer. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle fusion. C'est-à-dire peut-être, est-ce que les autres ont été peut-être plus dynamiques, se sont plus répartis pour aller voir... Matoury, c'est un petit peu à part. On va peut-être en parler. Jean-Luc Jazon. Oui, il faut dire, comme vous venez de dire, que Jean-Victor Castor et Serville sont là depuis très longtemps à combattre M. Roumillac. Donc, on su être patient, on su mener la chose, et puis il y a quelques affaires qui ont gêné considérablement M. Roumillac, notamment l'affaire Hygien, je pense, le foncier à Matoury, l'affaire des pompiers récemment. Donc je pense que l'avance qu'il avait au premier tour a fondu de par la déclaration de ces affaires quelque part bien joué de la part des adversaires qui ont sorti mais quelque part ces affaires. Et même quand c'est eux qui les ont sortis. Même quand ils ne l'ont pas sorti, les pompiers eux-mêmes ont fait des déclarations. Donc M. Roumillac, à chaque fois, il a voulu démontrer que non, ce n'est pas ça. Pour l'affaire Hygien, il a dit en plateau que oui, c'était réglé. Le fils derrière qui appelle pour dire jamais c'est pas réglé. Donc je pense que ces petites affaires-là l'ont considérablement gêné. Et comme disait Nestor, il n'a pas bien préparé parce qu'il s'appelait le mastodonte et qu'il avait l'habitude des victoires. Et quand on a l'habitude des victoires, des fois on se laisse griser et puis c'est ce qui arrive. Paul Brunet, alors, belle astuce de Gabriel Serville ou erreur chez Roumillac ou les deux? Il y a un petit peu de deux. À Matoury, on n'avait pas connu une élection à deux tours depuis déjà au moins 40 ans. Oui. Bon. Roumillac avait toujours l'habitude d'être élu au premier tour et il a fallu, je vous dis, quelques dizaines de voix pour qu'il le soit. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas préparé à un deuxième tour. Ça c'est important. Je parlais l'autre jour du boxeur qui avait l'habitude de gagner au premier round et puis lorsqu'il trouve quelqu'un pour aller sur plusieurs rounds, ça pose des problèmes. Mais ça a été son cas. Qu'il y ait eu un certain nombre d'affaires et autres, ça joue peut-être, mais 45 voix d'écart, je crois que Matoury, et comme Kourou, est victime d'un développement extraordinaire. Lorsqu'une ville se développe énormément, que le maire n'a pas le temps de prendre la mesure de ce développement, il paie forcément les pots cassés. Un exemple. Maintenant, quand on travaille à Cayenne et qu'on habite Matoury, si on veut être à Cayenne à 8 heures, il faut pratiquement partir à 6h15, 6h30. Ce sont des éléments qui comptent parce que les gens sont exaspérés par cette situation et tout à l'avenant. Donc vous avez, avec un développement, une série d'éléments qui s'associent et qu'il faut qu'on en a assez. Souvenons-nous du premier combat, enfin le premier, entre Alexandre et La Fontaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voté contre La Fontaine parce qu'on avait l'impression que Cayenne grandissait et que le maire roupillait. Donc, Alexandre est venu avec une dynamique telle que on a dit il faut du changement. Alors que, bon an, mal an, n'est-ce pas? Et La Fontaine faisait ce qu'il faisait. Donc, un maire est toujours victime du développement de sa commune. Nouvelle génération. Et s'il ne fait pas attention, comme à Saint-Laurent-du-Maroni, pour essayer d'être au plus près des populations pour pouvoir gérer ça, s'il ne fait pas preuve de cette précaution-là,
forcément, il est balayé par le premier mouvement de mauvaise Sauf humeur. que- Après, il faut qu'on enchaîne. Sauf que contrairement à Maturi, monsieur le sénateur, Antoinette, a quand même avoué son manque de présence, de par sa fonction de sénateur, sur le territoire de Kourou ces derniers temps. Messieurs, on ne pourra même pas parler de la collectivité unique. Juste une dernière question. En régie, on me dit, c'est terminé, mais je voudrais quand même qu'on en parle. Pourquoi tant de haine à Regina, à peine 900 habitants, une commune divisée en deux et un score de dictateur à Caux? Franchement, dites-nous. 900 habitants, toutes les familles sont divisées. Moi, je suis étonné déjà de par la décision des gens de Regina, parce que on a un maire qui est présent sur sa commune, qui est là tout le temps, qui est maire à 100%. Maire à 100%. On va voter pour quelqu'un qui est avocat, qui travaille à Cayenne, On a l'impression qu'il y a quelqu'un en qui dessous. gagne son cachet et qui ne sera pas tout le temps là comme M. Anatole. Donc maintenant, il y a le choix, mais on sait très bien qu'à Caux, il y a une dynastie et M. Anatole l'avait prévu, il avait dit que le démon était toujours présent. Il a eu une voix. Donc ce qu'il a dit, il l'a payé, quoi. Je voudrais dire, après les élections, il faut penser maintenant au développement. Il n'y a pas de développement en Guyane. Les activités se développent, mais la Guyane ne se développe pas. Je parle du développement des activités. Quand on regarde les indicateurs, le déficit de la balance commerciale, croissance, chômage, etc., les indicateurs restent au stable, PIB par habitant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut que maintenant que les maires comprennent qu'ils ont à décider de l'évolution d'une certaine politique, mais ils ne réussiront jamais leur politique s'ils n'ont pas les outils. En d'autres termes, s'ils n'ont pas une administration efficace, prête effectivement à affronter et à résoudre les problèmes. Je pense que c'est plus proche. Les maires, ils arrivent dans leur commune. Le maire qui se laisse griser, il est là, il a un bon point, il ne fait rien. Mais on voit bien que les communes bougent, Makouria se développe, Cayenne, développement s'embellit. d'activité, Il faut être Oui, mais C'est faut pas être le dynamique. développement. Faut être Pour la dynamique. Brunei. Regina, dynamique. Alors, une commune comme Regina. Autant de haine, on n'avait jamais vu ça dans aucune commune. C'est la dernière question. Vous Non, inquiétez autant de haine exprimée médiatiquement. Il ne faut pas oublier que la politique en Guyane devient un petit peu plus lisse avec les médias, avec des choses comme ça. Mais traditionnellement, la politique en Guyane, notamment dans les communes, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a toujours un développement de haine, de trucs, de quimbois, de... Non, Oui, mais il n'y a pas eu ça à Sinamari. Quand le maire était en place, il n'y avait personne contre le maire en Allez-y, général, allez-y. ni à Kourou, Bien sûr ni qu'il y a à des guerres. Sinamari, C'est ni à l'exemple que je Manage, cite. Patient. Alors, on écoute pour la C'est Brunei. l'exemple que je cite de haine. Lorsque un député de la Guyane a disparu dans un accident d'avion, vous savez de qui je parle? Bien sûr. Que ce député a été exposé au bar des Palmistes, dans la partie garage bar des Palmistes. Les monervillistes, puisque c'est Jacques Fard dont je voulais parler, les monervillistes, de l'autre côté, là où est le parking, étaient venus habillés en rouge et dansaient, frappaient le casse-éco parce que l'autre était mort. Ce qui est devenu coutume maintenant. Dans les veillées, il y a le casse-éco. Non, je parle de Maquet. Oui, mais maintenant, C'est dire comment, à l'époque, une époque que j'ai un petit peu connue, mais bon, il y avait au niveau politique, en Guyane, une espèce de haine entre les candidats, les gens qui ne se parlaient pas, qui étaient fâchés et tout et tout. Bon. Dans cette petite commune de Regina, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les deux protagonistes, parce qu'on sait très bien qu'il y a la main de M. Désert en dessous, d'ailleurs il est sur la liste, M. Désert et M. Anatole étaient sur la même liste. Ils s'entendaient, j'allais dire, comme la ronfoire, et ce n'est pas peu dire. Et lorsqu'il y a eu après cette séparation, parce que M. Désert a dû laisser pour des raisons de non-cumul pour M. Anatole, et qu'il y a eu entre eux des bis-bis dans un détail desquels je ne vais pas rentrer. Eh bien, c'est vrai que lorsque les gens ont appartenu à une même famille, on sait très bien que les haines au sein d'une même famille sont souvent beaucoup plus violentes que les haines de gens qui sont éloignés. Et c'est tout simplement parce qu'ils disent « mais c'est pas Dédé, j'ai fait moi ça ». L'autre, il dit « moi aussi ». Et tout est avenant. Oui, mais Dufay était avec Antoinette, il est parti chiringuer, il n'y a pas eu autant de haine. C'est ce que Gilles explique. C'est exceptionnel. Là, c'est exceptionnel, ça. À Sinamari, il y a des cousins. Mais oui. Je parle de petites communes, de gens Même à qui étaient Saint-Georges. ensemble, qui ont des tempéraments forts, parce que monsieur
Anatole a un tempérament fort, Monsieur Désert aussi. Bien sûr. Voilà, donc deux tempéraments forts qui s'affrontent, forcément, ça donne les excès que l'on a connus. Paulin n'a parlé que de M. Désert. C'est vrai qu'il n'était pas candidat. Malheureusement, on ne pourra pas continuer. Mais Gilles, tout ça pour vous dire que l'Assemblée unique se déroulera comme pour les régionales. C'est-à-dire que c'est une liste avec 51 personnes, avec des sections. On va refaire une émission. Malheureusement, on ne peut pas en parler ce soir. C'était la suite, bien sûr, sur l'Assemblée unique. Paulin Brunet, Nestor Adieu, Jean-Luc Jazan, merci d'avoir participé à ce Focus Info un peu plus long que d'habitude, mais c'est normal. C'était l'analyse, bien sûr, du deuxième tour des municipales en Guyane. Et il s'en est passé des choses, bien sûr. Passez une excellente soirée sur ATG. À venir, 3 épisodes de The Shield. Ensuite, Christian Scott, un des plus meilleurs trompettistes de sa génération jazz, qui était venu pour le Cayenne Jazz Festival. Christian Scott sur ATG. Sans plus tarder, le journal de TF1. Excellente soirée, à demain.